Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale 1000 abonnés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais bien évidemment à remercier l'ensemble des personnes qui sont abonnées à la chaîne, mais également toutes ces personnes qui mettent des j'aime et qui commentent l'ensemble de mes vidéos. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent du coup sur ma page Facebook professionnelle d'Anaë Holler Psychologue. Dans cette vidéo spéciale 1000 abonnés, j'ai décidé de répondre aux questions qui m'ont été le plus posées, que ce soit au début de la chaîne YouTube et même maintenant. Ce sont des questions qui tournent autour de 3 thématiques. La première des thématiques, c'est tout ce qui tourne autour de l'université. La deuxième des thématiques, c'est ce qui tourne autour du métier de psychologue. Et enfin, pour terminer, tout ce qui tourne autour de la chaîne YouTube. Donc avant toute chose, je m'excuse et je tenais à vous présenter petite Pandore qui vient de rejoindre la famille. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits aussi mignons que dérangeants, mais elle va maintenant faire partie du décor et je ne pouvais bien évidemment pas la séquestrer pendant que je tournais une vidéo. Donc elle va faire ses petits bruits et sa petite vie pendant que je tourne cette vidéo. Désolée. Si tu n'avais pas été psychologue, quel métier aurais-tu choisi? Alors je pense que je serais pour le coup peut-être devenue sage-femme ou assistante sociale. Je trouve que c'est vraiment 2 très beaux métiers qui m'intéressent énormément. Et puis pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vraiment accompagner les personnes dans des étapes de vie importantes pour elles. Donc c'est vrai que là, sage-femme, ça s'inscrit vraiment dans un moment très précis. Et puis assistante sociale, ça peut être vraiment dans des parcours de vie un peu plus compliqués. Mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis pour le coup, un peu le métier de mes rêves, ça aurait été d'être égyptologue. Donc je sais que c'est vraiment tout autre chose. Mais moi, vraiment, étudier vraiment l'archéologie, ce qui a pu se passer des années avant, voire des millénaires avant, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'aurais eu à cœur vraiment de découvrir tout ça, principalement autour de l'Égypte, mais pourquoi pas d'autres civilisations. Une autre question qui m'a été massivement posée, c'est est-ce que tu penses que l'université prépare assez au métier de psychologue? Donc j'ai trouvé cette question hyper intéressante et c'est vrai qu'elle revenait très fréquemment en dessous de mes vidéos ou même au détour des conversations que je pouvais avoir avec les jeunes étudiants. Il faut savoir que ça dépend quand même beaucoup de l'université dans laquelle vous étudiez. Il y a des universités qui mettent beaucoup plus l'accent sur la pratique, sur le terrain, d'autres beaucoup plus sur la théorie et d'autres qui arrivent plutôt bien à s'en sortir en mélangeant les deux. Moi, je n'ai que l'expérience de l'université de Caen puisque j'y ai fait l'ensemble de mon cursus universitaire, donc c'est vrai que je ne peux pas trop comparer, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas assez de stages en psychologie. On le dira jamais assez, mais c'est quand même sur le terrain qu'on se rend compte si on est fait ou non pour ce métier, et plus spécifiquement si on est fait ou non pour travailler dans telle ou telle structure ou auprès de telle ou telle population. Donc bien évidemment, j'ai envie de dire que toutes les universités pourraient mieux faire. Ce qui est quand même important, c'est d'avoir un bon ancrage théorique. Là encore une fois, il y a beaucoup trop d'universités, je trouve, qui sont hyper spécialisées dans un courant et qui n'ouvrent pas et qui ne donnent pas plutôt la possibilité aux étudiants de s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres théories. Pour le coup, moi j'étais dans une fac quand même très psychanalytique et j'ai seulement découvert sur mon dernier lieu de stage qu'il y avait des techniques psychocorporelles qui existaient. Pour le coup, j'étais hyper fermée, hyper verrouillée dans tout ce qui tournait autour de la psychodynamique, sans pour autant voir qu'il pouvait y avoir vraiment des choses beaucoup plus intégratives dans une pratique et qui pour le coup résonnaient beaucoup plus comme vraies pour moi. Après, encore une fois, ça dépend des universités et ça dépend également des étudiants, puisqu'il y a des étudiants qui vont avoir besoin vraiment d'être cadrés dans un seul courant théorique et d'autres au contraire qui vont vraiment avoir besoin de voir tout ce qu'il est possible de voir pour ensuite se faire une idée. Moi, j'étais plutôt dans cette deuxième catégorie d'étudiants, c'est-à-dire que j'aurais aimé qu'on me propose un peu tout pour ensuite voir ce qui me correspondait. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que maintenant, je suis très intégrative dans ma pratique. J'ai un ancrage théorique, analytique, freudien, mais n'empêche que je suis formée à l'hypnose, à la méditation, à l'EMDR, etc., etc. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment dommage de se fermer et d'attendre d'être diplômé pour pouvoir s'ouvrir à d'autres pratiques avec des formations qui sont en plus très onéreuses, qui prennent du temps et de l'énergie. Donc pour le coup, je pense que les universités ont vraiment un effort à faire là-dessus, c'est de proposer autre chose qu'un seul courant théorique ou qu'une seule vision de la psychologie. Je vous incite vraiment à faire le plus de stages possible. Encore une fois, il y a des universités qui n'autorisent qu'un seul stage par année, notamment en licence. Donc là, il faut essayer de militer pour qu'il y ait de plus en plus de possibilités pour les étudiants justement de faire des stages dès la licence. Alors je comprends qu'en L1 ça puisse être compliqué, mais à la fin de la L2, notamment sur l'été, ça peut être intéressant. Pareil en L3, essayez de faire vraiment le plus de stages possible pour vous donner une vision globale du métier et surtout que vous puissiez expérimenter la psychologie sur divers lieux de stage auprès de diverses populations. Pour ou contre la sélection pour rentrer en master? Donc ça, c'est une question un petit peu épineuse, surtout en cette période justement où bon nombre d'étudiants se prennent une masse de refus assez incalculable.
Il faut savoir que la sélection, à mon sens, elle est nécessaire parce qu'en fait, il y a un flot énorme d'étudiants qui arrivent à avoir justement une licence et qui pour le coup demandent à rentrer en master, ce qui est totalement légitime, mais pour le coup, le marché du travail, surtout en psychologie, ne peut pas absorber autant de diplômés. Déjà, quand on sort du diplôme, on a des difficultés à trouver un emploi. Ça, je vous renvoie d'ailleurs à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'insertion pro, où j'ai quand même un aspect assez positif et une vision hyper optimiste du métier de psychologue et de l'insertion pro. Mais attention, sachez quand même qu'il y a bon nombre d'étudiants et donc de jeunes diplômés qui galèrent à trouver un premier emploi, voire ensuite à avoir un emploi qui se pérennise dans le temps. Je ne sais pas si ça se dit, pérennise, qui dure dans le temps, enfin un emploi sérieux, on va dire, voilà, un CDI. Pour le coup, ça peut être compliqué, donc à vous quand même de prendre les devants et de chercher du coup en amont du travail. Bref, en tout cas, pour revenir à la sélection, elle me semble nécessaire et hyper importante. Par contre, pas dans les conditions actuelles. C'est surtout que les critères de sélection sont hyper flous et je trouve que les universités ne sont pas du tout honnêtes avec ça. Donc oui, la sélection, elle est nécessaire. Peut-être pourquoi pas renforcer les partiels, parce que moi clairement, même si ça remonte à 5-6 ans, bien évidemment les partiels, surtout de L1 et de L2, ça a été un petit peu les doigts dans le nez comme on dit, puisque c'était des QCM ou en tout cas des petites questions, donc j'ai pas trop galéré pour la L1 et pour la L2, alors qu'il faudrait peut-être renforcer justement les partiels dès la première année pour quand même marquer le coup et qu'il y ait à chaque fois une nouvelle étape. Renforcer bien évidemment la difficulté peut-être de la L3, c'est-à-dire vraiment d'accentuer sur des choses de terrain, avoir un stage obligatoire avec un rapport de stage. Pareil pour le mémoire, vraiment accentuer sur cette note de mémoire qui est quand même importante mais nécessaire. Je trouve que l'importance de cette note, elle est légitime dans le sens où c'est quand même un gros rapport qu'on a fait, un travail qu'on a mené tout au long de l'année. Donc ne faites pas comme moi et ne bossez pas votre mémoire sur les 15 derniers jours avant de le rendre. Je pense que beaucoup d'étudiants jouent à ça et c'est pas forcément très judicieux, mais bon, moi ça m'a quand même permis de comprendre qu'il fallait plus que je travaille dans l'urgence et que procrastiner ça allait un temps, mais qu'in fine c'était quand même pas super positif. Donc encore une fois, prenez le temps de bien réussir chaque étape, valorisez chaque année de licence que vous passez, c'est-à-dire ne vous dites pas oui la première année ça compte pas. Je pense que c'est important d'avoir des résultats homogènes sur l'ensemble de sa licence et pas forcément d'avoir une super moyenne que à la L3, parce que pour le coup, oui, c'est important d'avoir une moyenne importante à la L3, enfin une bonne moyenne, mais c'est aussi important de montrer qu'on a travaillé de manière homogène sur l'ensemble de son cursus de licence. Alors après, la sélection en master, moi j'ai vécu celle qui était à la fin du M1 pour rentrer en master 2. Maintenant, je crois que dans quasiment toutes les facs, il doit y en avoir encore 2-3 irréductibles qui font encore cette sélection-là, donc à la fin du M1 pour rentrer en master 2. Maintenant, la majorité des universités font la sélection à la fin de la licence pour rentrer en master. Moi, je trouve ça pas mal parce que pour le coup, ça vient vraiment faire la différence entre licence et master, qui sont vraiment, vous le verrez, vous le voyez actuellement si vous êtes en master, deux blocs complètement différents. Mais pour le coup, je trouve que les dossiers des personnes qui veulent rentrer en master 2, ils n'ont pas beaucoup de stages puisqu'on ne leur a pas forcément donné la possibilité. Pour le coup, les très jeunes étudiants qui ont eu le bac à 18 ans, qui n'ont que 3 ans, je dirais, de bac plus 3, c'est-à-dire qui ont eu leur bac il y a 3 ans et qui découvrent le métier de psychologue seulement au travers de la théorie et très peu au niveau de la pratique, je ne vois pas trop comment est-ce qu'ils peuvent se vendre à 100%. Alors que de mon temps, ça fait un peu vieille de dire ça, pourtant il n'y a que 2-3 ans, mais de mon temps, quand il y avait la sélection à la fin du M1, on avait quand même un stage de minimum 200 voire 250 heures derrière nous. On avait 2 mémoires, c'est-à-dire celui de L3 et celui de M1. On avait quand même eu des cours théorico-pratiques, c'est-à-dire des choses qu'on pouvait repérer sur le terrain pendant qu'on était en stage. Donc c'est vrai que là, on pouvait quand même un peu plus amener du nôtre et expliquer pourquoi on voulait être psychologue. Donc si on rembobine un petit peu et que du coup on se positionne que à la fin de la licence, je trouve ça extrêmement compliqué pour les étudiants d'arriver à se positionner en tant que futur psychologue, donc en tant que futur professionnel, quand on ne nous a pas donné la possibilité justement d'expérimenter le métier. Donc je trouve que là il y a vraiment quand même des choses à améliorer, surtout pendant la licence. Donc il faudrait de manière un peu utopique pouvoir proposer plus de stages, pour le coup avoir peut-être des cours un peu plus pratiques sur comment s'insérer sur le monde du travail, comment rédiger des rapports quand on est sur ces lieux de stage, etc. Plutôt que de nous parler énormément de théorie, même si la théorie, encore une fois, est hyper importante. Est-ce que tu es pour ou contre le remboursement des consultations chez le psy ? Alors là, encore une fois, c'est une question qui est hyper épineuse. Je dirais, pour répondre le plus simplement possible,
Oui, je suis pour le remboursement des consultations chez le psy, mais pas aux conditions qu'on nous propose actuellement. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit dans la dernière vidéo sur l'insertion pro, c'est-à-dire que bien évidemment, tout le monde devrait et pourrait avoir accès justement aux consultations chez le psy de manière gratuite, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais nous, en tant que professionnels, en tant que psychologues, on ne peut pas accepter qu'on nous rembourse nos consultations à 15, 20 ou 30 euros. C'est juste impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître l'utilité du métier de psychologue en nous balançant simplement des consultations de 45 minutes remboursées à 30 euros. C'est pas possible et je mets au défi tous les psychologues qui ont accepté les expérimentations actuelles de me dire comment est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver financièrement et même au niveau de leur valorisation, c'est-à-dire tout simplement au niveau du salaire qu'ils arrivent à se retirer, comment est-ce que c'est possible de pouvoir accepter de telles conditions. Bien évidemment, il faut que les consultations chez le psy soient remboursées parce que c'est une nécessité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gens qui se privent d'aller voir un psychologue parce que justement les consultations sont chères et donc ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour que ça puisse s'améliorer. Mais encore une fois, le remboursement aussi bas des consultations chez le psychologue, ça montre bien à quel point le soin psychique n'est pas reconnu et à quel point on peut, pardonnez-moi l'expression, mais cracher à la figure de tous les psychologues. On a quand même un bac+5, on a quand même un métier hyper compliqué et pour le coup, on ne peut pas nous balancer des remboursements à 25 euros l'heure de consultation. Je vous invite à être actif dans les commentaires, donnez-moi votre point de vue, essayez d'argumenter, notamment les psychologues, s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui ont accepté le dispositif d'expérimentation, dites-moi comment vous faites pour vous retirer un salaire, qu'est-ce que vous arrivez à trouver comme de positif dans ces expérimentations. Est-ce que tu peux encadrer des stagiaires ? Alors, à l'heure actuelle, je ne peux encadrer que des stagiaires de licence, et encore, je vais y revenir, puisque pour encadrer des stagiaires de master, il faut minimum avoir 3 ans de diplôme derrière nous. Donc pour le coup, il faut avoir une expérience de 3 ans, être diplômé depuis 3 ans, ce qui me semble totalement logique pour encadrer des stagiaires de master. Ensuite, pour ce qui est de la licence, il y a une flexibilité des universités autour de ça, puisque notamment pour des stages d'observation, même si c'est des stages d'observation actifs, où pour le coup on peut proposer quelques ateliers et quelque chose à faire aux stagiaires, autre qu'être dans de l'observation, pour le coup ça peut être intéressant justement d'encadrer un jeune stagiaire. Moi je suis en pourparlers actuellement avec ma direction, avec les personnes de mon institution, pourquoi pas faire découvrir le métier de psychologue en EHPAD à quelques stagiaires de licence. Parce que ça me semble important quand on est en licence de pouvoir découvrir le métier de psychologue dans diverses institutions. Donc c'est pas vraiment un grand stage, il y a besoin d'un encadrement, oui, pour effectivement peut-être rédiger un rapport, bien évidemment pour les différentes activités que je peux proposer en co-animation avec ce stagiaire, mais il ne va pas y avoir d'entretien individuel, il ne va pas y avoir vraiment de recherche sur le terrain. Donc pour le coup, quand c'est un encadrement en licence, ça peut être intéressant justement de proposer et donc d'accepter d'encadrer des stagiaires dès la licence. Après, pour ce qui est du master, il faut quand même avoir un peu plus d'expérience et pour le coup, un peu plus de légitimité, je trouve, à encadrer des stagiaires qui vont dans 1 ou 2 ans devenir des psychologues. Est-ce que tu vas refaire des interviews sur les jeunes professionnels ou sur d'autres thématiques qui entourent le monde professionnel de la psychologie ? Donc les interviews, il y en a une seule actuellement sur la chaîne. C'est une interview que j'ai réalisée avec l'une de mes meilleures amies qui est psychologue du développement et qui s'appelle Romane de l'Étoile. Donc bien évidemment qu'il va y avoir d'autres interviews, mais c'est très compliqué à mettre en place pour une question d'agenda, pour une question de disponibilité. Et tout ce qui tourne autour du tournage, ça peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de parler face à une caméra. Il y a aussi des personnes qui aimeraient mais qui ne peuvent pas par rapport à leur institution. Donc pour le coup, c'est assez délicat. Donc j'en profite pour lancer un appel à témoins. S'il y a des psychologues, même des jeunes étudiants, des jeunes diplômés qui veulent parler sur cette chaîne YouTube, il n'y a aucun souci. Moi, je suis disponible sur Paris. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on tourne ensemble, si vous voulez que je réalise une interview. Pour le coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir plein de spécialités, d'avoir un psychologue de l'éducation nationale, d'avoir un neuropsy, d'avoir un psychologue du développement, etc. Ça pourrait être super intéressant. Donc si vous avez dans votre poche un psychologue qui traîne et qui serait OK pour faire une interview, je suis largement preneuse. Donc oui, il va y avoir des interviews sur la chaîne. Encore une fois, je n'ai pas forcément respecté toutes les catégories de vidéos que j'avais dit au tout début de la chaîne. Mais encore une fois, la chaîne elle évolue au gré de mes envies, au gré tout simplement de comment évolue YouTube également. Donc pour le coup, oui, il va y avoir des interviews, mais je ne sais juste pas quand. Qu'est-ce que tu fais si tes patients, donc principalement en libéral, tombent sur tes vidéos YouTube ?
Alors cette question au début elle m'a un petit peu déstabilisée, je vous avouerai que je n'y ai pas trop pensé, dans le sens où pour le coup je ne dis rien de secret, je respecte totalement le code d'éthique et de déontologie, je ne parle jamais de mes patients, donc pour le coup aucun de mes patients actuels ne m'a dit je vous ai vu sur YouTube, etc. Et puis combien même, je trouve ça assez valorisant parce que pour le coup ça veut dire qu'ils auraient essayé de chercher des infos sur moi. Je sais qu'il y a pas mal de professionnels qui m'envoient maintenant des patients libérales en fonction des thématiques que je peux aborder justement dans ces vidéos. Donc ça c'est plutôt positif parce que pour le coup ça gonfle, je dirais, mon carnet d'adresses et aussi tout ce qui peut tourner autour de la prise en charge des patients. Il y a un vrai réseau qui se développe, donc je suis aussi très contente que YouTube puisse me permettre d'avoir plus de patients libérales. Après encore une fois, si mes patients tombent sur mes vidéos, j'ai envie de vous dire, ils tombent sur mes vidéos parce que je parle du métier de psychologue, je me livre un petit peu, mais pas de manière, je dirais, hyper ouverte non plus, c'est-à-dire que je respecte ma propre intimité. Voilà, je veux dire, même s'ils voient que j'ai un chat, ça va pas changer grand-chose, même s'ils voient que j'ai un canapé avec des coussins, voilà, même s'ils voient que je suis, j'en sais rien, de telle manière, voilà, il y a une photo de moi sur Doctolib, donc ils voient déjà la tête que j'ai. Je veux dire, je pense pas que ce soit un défaut justement de s'exposer en tant que psychologue, parce que je trouve qu'il y a un espèce d'aspect mystique autour du métier de psy. On nous imagine tous en train de tirer la tronche, on nous imagine tous avec un divan dans notre cabinet, on nous imagine tous pour le coup en train d'analyser de manière perpétuelle tout ce qui se tourne autour de nous. Non, je pense que c'est important aussi de casser un peu les stéréotypes qui tournent autour de notre métier et qui nous font énormément de mal à nous en tant que professionnels. Donc pour le coup, si ma chaîne YouTube peut aussi permettre justement aux patients qui ont besoin d'aller voir un psy de se dire « Ah, cool, un psy, c'est plutôt sympa et ça a l'air cool », pour le coup, je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Donc pour répondre de manière très simple à la question, qu'est-ce que je fais s'ils tombent sur mes vidéos? S'ils me le disent, on peut en discuter brièvement. S'ils tombent sur mes vidéos et qu'ils ne me le disent pas, je ne peux pas trop deviner. Enfin, une dernière question qu'on m'a pas mal posée, enfin plutôt deux petites questions autour de la chaîne YouTube, c'est pourquoi tu n'as pas suivi cette idée de catégorie de vidéos que tu mettais tant en avant au début de ta chaîne, et pourquoi est-ce que tu ne monétises pas tes vidéos? Donc pour la première question qui tourne autour des catégories, il faut savoir qu'au début je voulais faire plusieurs catégories de vidéos, une catégorie théorie, une catégorie clinique, et je ne sais même plus quel était le nom de l'autre catégorie que je voulais faire. Il s'avère que très rapidement, j'ai pas du tout respecté ces catégories, justement celles qui tournent autour de la théorie. Je voulais faire des vidéos explicatives de psychopatho. Il y a énormément de chaînes YouTube, notamment dédiées à la psychologie, que je vous mets en barre d'infos, qui font ça à merveille. Pour le coup, je me sentais beaucoup moins légitime. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de parler du métier de psychologue, des études et du métier de psy sur le terrain une fois qu'on est diplômé. Donc c'est vraiment ça moi qui me parle, et ça revient à ce que je disais pour la précédente question, vraiment venir un peu désacraliser et démystifier le métier de psychologue, venir faire un peu casser tous les stéréotypes négatifs qui tournent autour du métier de psy. Donc c'est vrai que pour le coup les catégories n'ont plus trop lieu d'être là-dedans, même si je ne suis pas fermée à refaire des vidéos par exemple comme j'avais pu faire sur le couple face au cancer, sur la mastectomie, sur la fibromyalgie aussi, qui est une vidéo qui a pas mal plu et pour le coup qui m'a permis là d'avoir des patientes en libéral qui venaient me voir, puisque j'ai dit que c'était quand même l'une de mes spécialités, comme je suis spécialisée dans tout ce qui est maladies chroniques, donc auto-immunes, cancéro, maladies neurodégénératives. Donc c'est vrai qu'au niveau des catégories de vidéos, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne mets pas la pression avec ça. Je vais refaire une vidéo présentation de la chaîne à la rentrée justement pour les 1 an de la chaîne, pour venir un petit peu clarifier comment est la chaîne et à qui elle s'adresse. Pour la deuxième mini-question sur la monétisation de la vidéo, des vidéos et donc de la chaîne YouTube, il me semble qu'on ne peut monétiser ces vidéos qu'à partir de 1000 abonnés. Donc, officiellement, je pourrais, mais j'ai absolument pas envie. Déjà, ce serait pour gagner quelques euros, donc j'ai envie de vous dire, autant d'acharnement serait un peu compliqué pour en retirer si peu. En plus, ça voudrait dire qu'il faut que vous ayez des pubs avant cette vidéo-là, et je sais que moi, il y a bien un truc sur YouTube qui m'énerve, c'est d'avoir des pubs avant les vidéos, donc j'ai pas du tout envie de saouler les gens avant même qu'ils puissent m'écouter. Donc ça les mettrait, je dirais, dans une disposition d'écoute un peu différente. Pour le coup, là, si on s'intéresse à la psychologie sociale et à tout ce qui est marketing, je pense que c'est pas forcément la meilleure des manières pour stimuler son audimat. Et puis pour le coup, quand on monétise ces vidéos, on adhère vraiment à un code éthique et déonto de YouTube qui ne me plaît pas du tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention comment on s'habille, faire attention qu'il n'y ait pas de marques qui apparaissent dans la vidéo.
Moi, ça va m'énerver de faire attention aux moindres détails. Je suis de plus en plus cool dans mes vidéos. Vous avez vu, là même au niveau du montage, quand je fais un petit bug au niveau de ce que je dis, je coupe pas systématiquement. J'ai mon petit chat qui est en train de faire ses griffes sur mon pantalon. Je m'amuse pas à couper ça au montage non plus. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des vidéos beaucoup plus qualitatives et pour le coup qui répondent à un code éthique et déontologique de YouTube auquel je n'adhère pas du tout. Donc voilà, moi j'utilise YouTube pour transmettre mes idées et pour discuter avec vous sur telle ou telle thématique. Pas du tout pour gagner de l'argent, surtout qu'il faut avoir énormément d'abonnés, énormément de vues, énormément de commentaires, de likes, tout ça pour s'en retirer un petit peu d'argent. Donc c'est absolument pas mon but, donc je ne monétiserai pas mes vidéos. Pour l'instant, faut jamais dire jamais, mais en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas sur le tapis. Enfin, j'ai pas du tout envie de monétiser mes vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée d'avoir eu cette petite créature sans cesse dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a pas trop dérangé. Moi, elle m'a beaucoup dérangé. Je pense que ça s'est entendu. Je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, cette petite chose juste adorable m'a dérangée, mais elle est tellement mignonne que je ne pouvais pas l'enlever justement des vidéos. Donc je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour les 1000 abonnés. C'est juste génial, ça me plaît énormément. Donc je vais continuer les vidéos. Il va y avoir une petite pause cet été parce que tout le monde a droit aux vacances et je pense également que vous aussi vous partez en vacances, donc vous êtes peut-être moins dispo pour regarder les vidéos. J'aurai certainement une ou deux petites vidéos cet été, mais pas aussi rythmées que ces derniers temps. Et encore, il y a eu beaucoup d'espace entre les dernières vidéos. Je m'en excuse parce que pas mal d'entre vous m'ont dit « mais tu fais plus de vidéos comme avant ». Désolée, mais malheureusement, la rythmicité et moi, ça fait deux. Et pour le coup, entre la motivation, l'envie, les aléas du quotidien, ont fait que je pouvais moins tourner. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos j'aime, tout ça, tout ce que j'ai dit déjà en partie de vidéo, enfin tout au début. Merci beaucoup pour tout et prenez soin de vous. Bon courage pour les étudiants qui sont actuellement en train de passer la sélection. Et oui, c'est compliqué, ma petite Pandore, de passer la sélection. Toi, t'en as aucune idée, mais c'est vraiment des moments particulièrement stressants. Donc Pandore et moi, on vous envoie vraiment de bonnes ondes positives. Soyez confiants encore une fois. J'ai fait tout un tas de vidéos sur tout ce qui tourne autour de la sélection, du refus en master, de comment réussir sa licence. Donc n'hésitez pas à les visionner et à me dire ce que vous en pensez. D'ici là, à tes souhaits Pandore, portez-vous bien et à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle m'a enquiquinée pendant tout le tournage de la vidéo et maintenant que je fais le montage, elle dort. Bref les gens, j'ai juste oublié de vous demander de ne surtout pas oublier de vous abonner, de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu et d'être actif dans les commentaires. Merci beaucoup.